Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations extraordinaires et au génie méconnu. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire incroyable de Marcel Beaumont, bricoleur amateur de Normandie qui, en 1953, révolutionna l'habitat rural français grâce à une invention géniale que ses voisins avaient d'abord tournée en dérision. Cette cabane à 3 niveaux, construite selon des principes thermodynamiques révolutionnaires, allait démontrer qu'un simple paysan pouvait surpasser les ingénieurs de son époque en matière d'efficacité énergétique. Cette histoire authentique révèle comment l'observation de la nature et le génie populaire peuvent produire des innovations qui anticipent de plusieurs décennies les préoccupations écologiques modernes. Marcel Beaumont, sans formation scientifique, découvrit empiriquement des principes que la recherche officielle ne validerait qu'années plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires d'inventeurs géniaux. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces héros de l'innovation française. Préparez-vous à découvrir comment un homme simple transforma la moquerie de ses voisins en admiration universelle. Dumbledore. Paragraphe 1. Par un matin brumeux de septembre 1953, dans le petit village normand de Sainte-Marie-aux-Champs, Marcel Beaumont, cultivateur de 42 ans, commença la construction de ce que ses voisins allaient rapidement surnommer la folie de Marcel. Cette cabane d'aspect étrange, conçue selon des plans qu'il avait dessinés lui-même pendant de longues soirées d'hiver, s'élevait sur 3 niveaux distincts, dans un agencement si inhabituel que les passants s'arrêtaient pour observer cette curiosité architecturale avec un mélange d'amusement et de perplexité. Marcel a perdu la tête, chuchotaient les villageois en voyant cette construction bancale qui défait toutes les règles traditionnelles de l'habitat rural normand. Beaumont n'était pourtant pas un original excentrique cherchant l'originalité à tout prix. Veuf depuis 3 ans et père de 2 adolescents, il avait conçu ce projet après avoir observé minutieusement les phénomènes thermiques naturels qui l'entouraient dans sa ferme familiale. Homme pragmatique et observateur, il avait remarqué que l'air chaud de son étable montait naturellement vers les combles où il se concentrait, créant une différence de température considérable entre le sol et le plafond. Cette observation, apparemment banale, avait germé dans son esprit pour donner naissance à un concept révolutionnaire d'habitat économe en énergie. Pourquoi chauffer toute une maison quand on peut concentrer la chaleur là où on en a besoin? S'interrogeait-il souvent en expliquant son projet aux rares visiteurs qui ne se moquaient pas ouvertement de ses idées. Son concept reposait sur un principe simple mais génial. Construire un habitat vertical où chaque niveau aurait une fonction thermique spécifique, exploitant les lois naturelles de convection pour créer un système de chauffage passif d'une efficacité remarquable. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, anticipait de plusieurs décennies les préoccupations écologiques modernes. La construction elle-même défiait tous les canons architecturaux traditionnels. Le niveau inférieur, semi-enterré, servait de cave thermique où Beaumont stockait ses réserves de bois et ses outils, mais aussi où il avait installé un ingénieux système de combustion lente, qu'il avait mis au point après des mois d'expérimentation. Ce foyer, conçu selon ses propres calculs empiriques, brûlait avec un rendement exceptionnel en produisant une chaleur constante et régulière qui alimentait tout le système thermique de sa cabane. Le niveau intermédiaire, accessible par un escalier en colimaçon de sa fabrication, constituait l'espace de vie principal avec cuisine, salon et atelier. Ce niveau bénéficiait naturellement de la chaleur montante du foyer inférieur, mais Beaumont y avait également installé un réseau de conduits ingénieux qui redistribuait l'air chaud selon les besoins et les saisons. Ces conduits, façonnés artisanalement dans la terre cuite locale, créaient une circulation d'air optimisée qui maintenait une température constante sans consommation énergétique supplémentaire. Le niveau supérieur, véritable innovation de ce système, servait de chambre et de bureau d'hiver. C'est là que se révélait le génie de la conception de Beaumont. Grâce aux lois physiques de la stratification thermique,
Ce niveau captait et concentrait toute la chaleur produite aux étages inférieurs, créant un microclimat d'une douceur surprenante, même par les hivers les plus rigoureux. Les murs, construits selon une technique d'isolation qu'il avait développée en observant les nids d'oiseaux, conservaient cette chaleur avec une efficacité remarquable. Les voisins, habitués aux maisons traditionnelles normandes, avec leurs grandes cheminées gourmandes en bois, ne comprenaient pas l'intérêt de cette construction compliquée. Marcel se donne bien du mal pour une simple cabane, ironisait Pierre Dubois, fermier voisin. Avec tout ce travail, il aurait pu construire une vraie maison. Cette tour de Babel ne tiendra pas l'hiver. Ces moqueries, bien qu'elles blessent Beaumont, ne faisaient que renforcer sa détermination à prouver la validité de ses théories thermiques. Le maire du village, Henri Leclerc, avait même tenté de décourager ce projet, qu'il jugeait dangereux et non conforme aux normes de construction locale. « Monsieur Beaumont, lui avait-il dit lors d'une visite officielle, cette construction bizarre pourrait s'effondrer sur vos enfants. Pourquoi ne pas bâtir une maison normale comme tout le monde ?» Ces réticences officielles révélaient la méfiance instinctive des autorités face à l'innovation populaire et à la remise en cause des traditions établies. Cependant, Beaumont persévérait dans son projet avec l'obstination tranquille des inventeurs convaincus de détenir une vérité nouvelle. Chaque soir, après ses travaux agricoles, il perfectionnait sa construction en y apportant des améliorations inspirées par ses observations quotidiennes. Il testait différents matériaux d'isolation, expérimentait diverses configurations de conduits, affinait l'orientation de sa cabane pour optimiser les apports solaires naturels. Cette approche empirique, basée sur l'expérimentation et l'observation, lui permettait de découvrir des solutions que la science officielle ignorait encore. Au mois de novembre 1953, quand les premiers froids de l'automne normand s'installèrent, la cabane de Beaumont était enfin achevée. De l'extérieur, elle ressemblait toujours à cette construction bizarre qui amusait les passants. Mais l'inventeur savait qu'elle allait bientôt révéler ses secrets thermiques. Il avait installé des thermomètres artisanaux à chaque niveau pour mesurer précisément les performances de son système et documenter scientifiquement les phénomènes qu'il avait pressentis. Les premiers tests de chauffage, effectués lors d'une soirée particulièrement froide de décembre, allaient révéler que Marcel Beaumont avait effectivement conçu quelque chose d'extraordinaire. Mais à ce moment-là, les voisins continuaient encore de sourire en voyant cette cabane étrange, ignorant qu'ils assistaient à la naissance d'une innovation qui révolutionnerait leur compréhension de l'habitat économe en énergie. Schwegmühl, paragraphe 2. Le premier hiver de fonctionnement de la cabane de Beaumont coïncida avec l'un des hivers les plus rigoureux que la Normandie ait connu depuis une décennie. Dès le début de décembre 1953, les températures chutèrent brutalement et se maintinrent plusieurs semaines en dessous de zéro, créant des conditions idéales pour tester les performances réelles du système thermique révolutionnaire que Marcel avait développé. Tandis que les autres villageois multipliaient les feux de cheminée et voyaient leurs réserves de bois s'amenuiser dramatiquement, Beaumont alimentait son foyer souterrain avec une quantité de combustible dérisoire qui intriguait ses voisins les plus observateurs. Pierre Dubois, le fermier sceptique qui habitait la maison voisine, fut le premier à remarquer cette anomalie troublante. « C'est bizarre », confia-t-il à sa femme en observant la cabane de Marcel depuis sa fenêtre. « Il fait un froid de canard depuis des semaines, et Marcel n'a pratiquement pas touché à son tas de bois. Comment fait-il pour se chauffer ? Il doit geler là-dedans. » Cette observation, d'abord teintée de moquerie, se transforma progressivement en curiosité, puis en inquiétude, quand Dubois réalisa que Beaumont semblait parfaitement à l'aise dans sa construction inhabituelle. En réalité, le système de chauffage de Beaumont fonctionnait au-delà de ses propres espérances. Le foyer souterrain, alimenté par seulement 2 ou 3 bûches par jour, générait une chaleur qui se propageait dans tout l'édifice selon les lois physiques qu'il avait intuitivement comprises. Cette chaleur, captée et guidée par son réseau de conduits artisanaux, montait naturellement vers les niveaux supérieurs, où elle se concentrait progressivement, créant une stratification thermique d'une efficacité remarquable. Les relevés de température que Beaumont effectuait méticuleusement chaque matin révélaient des résultats stupéfiants. Alors que le thermomètre extérieur affichait 12 degrés par une matinée de janvier particulièrement froide,
Ces instruments indiquaient plus 8 de gras au niveau inférieur, plus 18 de gras au niveau intermédiaire et une température extraordinaire de plus 24 degrés dans sa chambre du niveau supérieur. Cette différence de 36 degrés entre l'extérieur et l'intérieur, obtenue avec une consommation de bois dérisoire, défiait tout ce que les villageois connaissaient des systèmes de chauffage traditionnels. Plus remarquable encore, Beaumont avait découvert que cette différence thermique s'amplifiait par temps très froid. Plus il faisait froid à l'extérieur, plus l'effet de concentration thermique de sa cabane se révélait efficace. Cette contre-intuitivité apparente s'expliquait par les principes de convection qu'il avait empiriquement maîtrisés. L'air froid extérieur créait une dépression qui aspirait plus vigoureusement l'air chaud de la base vers le sommet, accélérant la circulation thermique et concentrant davantage la chaleur au niveau supérieur. Sa fille Marie, âgée de 15 ans, fut la première à expérimenter concrètement les performances de cette innovation paternelle. « Papa » s'émerveillait-elle en descendant de sa chambre située au niveau supérieur. « Je dormais en chemise de nuit hier soir, alors qu'il gelait dehors. C'est magique. » Ces témoignages familiaux, rapportés par les commères du village, commençaient à semer le doute dans l'esprit des plus sceptiques qui se demandaient si Marcel n'avait pas effectivement découvert quelque chose d'extraordinaire. Son fils André, apprenti menuisier de 17 ans, développait une fascination croissante pour les inventions de son père. Il aidait Marcel à perfectionner le système en fabriquant des volets thermiques ingénieux qui régulaient automatiquement la circulation d'air selon la température extérieure. Ces volets, conçus selon les principes de dilatation thermique, s'ouvraient et se fermaient sans intervention humaine, optimisant en permanence les performances de la cabane. Le facteur du village, Henri Martin, qui livrait le courrier dans toutes les maisons, devint un témoin privilégié de cette révolution thermique domestique. Chez les autres, racontait-il au café du village, « Je vois de la buée sur toutes les fenêtres, les gens sont emmitouflés dans leurs manteaux, même à l'intérieur. Chez Marcel, les vitres sont claires, il se promène en chemise, et ça sent même les fleurs dans sa cabane. » Ces témoignages d'un observateur neutre et respecté commencèrent à ébranler les certitudes des villageois. Dr Lemoine, le médecin local, s'intéressa scientifiquement à ce phénomène quand il constata que la famille Beaumont était la seule du village à ne présenter aucun symptôme des affections hivernales habituelles. « C'est remarquable, » observait-il. « Pas de rhume, pas de bronchite, pas d'engelure. Cette cabane semble créer un microclimat particulièrement sain. » Cette validation médicale apportait une caution scientifique aux performances de l'invention de Marcel. Cependant, certains voisins persistaient dans leur scepticisme en développant des théories alternatives pour expliquer ces phénomènes troublants. Marcel a sûrement installé un système de chauffage secret, affirmait le forgeron Gustave Perrin. Il nous fait croire à sa cabane magique, mais il doit avoir une chaudière cachée quelque part. Cette résistance au changement révélait la difficulté pour les esprits traditionnels d'accepter qu'une innovation simple puisse révolutionner des pratiques séculaires. D'autres villageois, plus pragmatiques, commençaient à s'intéresser sérieusement aux méthodes de Beaumont en espérant réduire leur propre facture de chauffage. Le boulanger Paul Martineau, dont le fournil consommait énormément de bois, demanda timidement à Marcel s'il accepterait de lui expliquer ses secrets thermiques. « Si votre système marche vraiment, lui dit-il, peut-être pourriez-vous m'aider à améliorer le chauffage de ma boulangerie ?» Cette demande marquait le début de la reconnaissance progressive du génie de Beaumont. Les moqueries cédaient progressivement la place à la curiosité, puis à l'admiration quand les preuves s'accumulaient. La cabane bizarre était en train de devenir la sensation du village, et Marcel Beaumont se préparait à révéler publiquement les secrets de son innovation révolutionnaire. Paragraphe 3. Au début du mois de février 1954, par une matinée où le thermomètre marquait 15 degrés, un événement décisif allait transformer définitivement la perception des villageois sur l'invention de Marcel Beaumont. Ce jour-là, une délégation improvisée composée du maire Henri Leclerc et du docteur Lemoine, de Pierre Dubois et de plusieurs voisins curieux se présenta devant la cabane pour demander officiellement une visite guidée de ce système de chauffage révolutionnaire dont les performances défrayèrent désormais la chronique locale.
Marcel, qui avait longuement attendu cette reconnaissance, accepta avec un plaisir évident de dévoiler enfin les secrets de son innovation. La démonstration commença par le niveau inférieur, où les visiteurs découvrirent avec stupéfaction le foyer souterrain de Beaumont. Contrairement aux cheminées traditionnelles qui consomment d'énormes quantités de bois pour produire une chaleur souvent mal répartie, ce système de combustion révélait une ingéniosité remarquable. « Regardez attentivement », expliquait Marcel en alimentant son foyer avec une seule bûche. « Ce bois va brûler lentement pendant plus de 6 heures en produisant une chaleur constante. Le secret, c'est la régulation d'air que j'ai mise au point. Son système de combustion optimisé reposait sur un principe de contrôle précis de l'oxygène alimentant les flammes. Grâce à des ouvertures calibrées qu'il pouvait ajuster selon les conditions météorologiques, Marcel obtenait une combustion parfaitement maîtrisée, qui extrayait le maximum d'énergie de chaque bûche. Cette technique, qu'il avait développée empiriquement, en observant les feux de forge de son grand-père forgeron, anticipait de plusieurs décennies les poêles à combustion améliorés que développerait l'industrie moderne. « Mon Dieu !» s'exclama le docteur Lemoine en constatant la température de 12 degrés qui régnait dans cette cave par un froid polaire. « C'est plus chaud ici que dans mon salon. » Cette première révélation préparait les visiteurs aux découvertes encore plus stupéfiantes qui les attendaient au niveau supérieur. Marcel les guida alors vers son escalier en colimaçon, lui-même conçu selon des principes thermodynamiques précis. Le niveau intermédiaire révéla une température de 20 degrés C qui surprit agréablement les visiteurs emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. Mais c'est surtout le système de distribution de chaleur qui fascina ses observateurs. Marcel avait développé un réseau de conduits en terre cuite qui captait l'air chaud montant du foyer inférieur pour le redistribuer intelligemment dans tout cet espace de vie. Ces conduits, invisibles car intégrés dans les cloisons, créaient une circulation d'air optimisée qui maintenait une température uniforme sans courant d'air désagréable. « Vous voyez ces ouvertures discrètes », expliquait Marcel en désignant de petites grilles qu'il avait façonnées lui-même. Elles permettent à l'air chaud de circuler naturellement selon les saisons et les besoins. En été, je les ferme pour conserver la fraîcheur. En hiver, elles s'ouvrent automatiquement grâce à la dilatation thermique. Cette autorégulation du système impressionnait particulièrement le maire qui découvrait qu'un simple paysan avait développé des solutions techniques d'une sophistication remarquable. Mais c'est l'accès au niveau supérieur qui allait provoquer l'émerveillement le plus complet des visiteurs. Quand Marcel ouvrit la porte de sa chambre située au sommet de sa cabane, une vague de chaleur douce et parfumée accueillit les invités frigorifiés. Le thermomètre indiquait 26 degrés, soit 41 degrés de différence avec la température extérieure. Cette performance, obtenue avec la combustion d'une seule bûche, dépassait l'entendement de ces hommes habitués au système de chauffage traditionnel. « Comment est-ce possible ?» balbutia Pierre Dubois en notant machinalement son épais manteau devenu soudain insupportable. Marcel expliqua patiemment les principes de stratification thermique qu'il avait découverts en observant la nature. L'air chaud monte naturellement, c'est une loi physique universelle. Mais au lieu de le laisser s'échapper par le toit comme dans les maisons traditionnelles, ma cabane le capture et le concentre à ce niveau supérieur. Plus il fait froid dehors, plus l'effet de tirage est puissant et plus la chaleur se concentre ici. Cette explication révéla aux visiteurs que Marcel avait intuitivement maîtrisé des principes de thermodynamique que même les ingénieurs de l'époque connaissaient mal. Sa compréhension empirique des phénomènes de convection, de conduction et de rayonnement thermique surpassait largement les connaissances théoriques des spécialistes. Cette découverte d'un génie populaire autodidacte impressionnait profondément ces visiteurs cultivés qui réalisaient qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire. Le docteur Lemoine, homme de science, prit des notes détaillées sur ce système révolutionnaire. « Marcel, vous avez inventé quelque chose qui pourrait révolutionner le chauffage domestique. Vos principes thermodynamiques sont parfaitement cohérents scientifiquement, mais leur application pratique dépasse tout ce que j'ai pu voir en matière d'innovation énergétique. » Cette validation scientifique marquait un tournant décisif dans la reconnaissance de l'invention de Beaumont. Le maire Leclerc, pragmatique, calculait déjà les implications économiques de cette découverte.
Si votre système permet vraiment d'économiser 80% de combustible comme vous le prétendez, Marcel, cela pourrait transformer l'économie de nos campagnes. Imaginez les économies pour nos concitoyens, surtout les plus modestes qui peinent à se chauffer convenablement. Cette perspective sociale donnait une dimension humanitaire à l'innovation technique de Beaumont. Mais c'est Pierre Dubois qui exprima le mieux le sentiment général de cette journée de révélation. « Marcel, nous vous devons des excuses. Nous nous sommes moqués de votre cabane parce que nous ne comprenions pas votre génie. Vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire que nous n'avions jamais imaginé possible. » Cette reconnaissance publique de ses pairs marquait l'aboutissement de mois d'efforts et de doutes pour l'inventeur normand. En sortant de la cabane, les visiteurs étaient transformés par cette expérience. Ils avaient découvert qu'un homme simple, sans formation scientifique officielle, avait développé une innovation qui surpassait tout ce qu'ils connaissaient en matière d'efficacité énergétique. Cette révélation allait déclencher une révolution dans les pratiques de construction et de chauffage de toute la région. Glogger, paragraphe 4. La nouvelle de cette visite exceptionnelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le canton, puis dans l'ensemble du département du Calvados. En quelques semaines, la cabane miraculeuse de Beaumont devint l'attraction incontournable de la région normande, attirant un flot constant de visiteurs venus de toute la France pour constater par eux-mêmes les performances extraordinaires de cette innovation révolutionnaire. Marcel, qui avait vécu dans l'anonymat d'un petit village rural, se retrouvait soudain propulsé au centre d'un phénomène médiatique, qui dépassait largement ses espérances les plus optimistes. Le journaliste Paul Mercier, correspondant du quotidien régional Ouest-France, fut le premier professionnel de l'information à documenter scientifiquement cette découverte. Son article, publié en première page sous le titre « Le génie normand qui révolutionne le chauffage », décrivait minutieusement les performances de la cabane de Beaumont avec des relevés de température précis et des témoignages détaillés. Ce simple cultivateur, écrivait Mercier, a résolu empiriquement des problèmes d'efficacité énergétique que les ingénieurs les plus qualifiés peinent encore à maîtriser. Cette publicité médiatique attira rapidement l'attention d'experts parisiens qui firent le déplacement en Normandie pour étudier cette innovation inattendue. Le professeur André Leblanc, directeur du laboratoire de thermodynamique de l'École polytechnique, arriva à Sainte-Marie-aux-Champs accompagné d'une équipe d'ingénieurs munis d'instruments de mesure sophistiqués. Nous venons vérifier scientifiquement des performances qui nous paraissent invraisemblables, déclara-t-il à Marcel, avec le scepticisme poli du scientifique parisien face au génie provincial. Les mesures effectuées par l'équipe parisienne confirmèrent et même dépassèrent les affirmations de Beaumont. Les instruments de précision révélèrent que le rendement thermique de sa cabane atteignait 94%, un chiffre qui stupéfia les ingénieurs habitués au système traditionnel qui plafonnait péniblement à 30% d'efficacité. « C'est impossible !» s'exclama l'ingénieur-chef Dubois en vérifiant plusieurs fois ses calculs. « Un tel rendement défie tout ce que nous connaissons de la thermodynamique appliquée. » Cependant, l'évidence des faits obligea ces spécialistes à réviser leurs certitudes académiques. Le professeur Leblanc, homme de science intègre, admis publiquement dans ses conclusions, M. Beaumont a développé intuitivement des solutions techniques que notre recherche officielle n'avait pas envisagées. Son approche empirique, basée sur l'observation directe des phénomènes naturels, a produit des résultats qui surpassent nos modèles théoriques les plus avancés. Cette validation académique déclencha un engouement considérable pour les méthodes de Beaumont. Des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs en bâtiment affluaient vers Sainte-Marie-aux-Champs pour comprendre les secrets de cette révolution thermique. Marcel, homme simple et généreux, accueillait tous ses visiteurs avec la même patience, expliquant inlassablement ses techniques à quiconque manifestait un intérêt sincère pour son innovation. L'impact économique de cette découverte ne tarda pas à se manifester. Plusieurs entrepreneurs proposèrent à Marcel des fortunes considérables pour racheter ses brevets et industrialiser sa méthode. M. Beaumont lui déclara à l'industriel parisien Jacques Lafontaine « Votre invention vaut des millions. Acceptez notre offre et vous deviendrez riche au-delà de vos rêves les plus fous. »
Cependant, Marcel déclina poliment ses propositions mercantiles qui ne correspondaient pas à sa philosophie humaniste. « Mon invention n'est pas à vendre », répondait-il invariablement aux solliciteurs. « Si elle peut aider les gens à mieux se chauffer en dépensant moins, alors elle doit rester accessible à tous. L'argent ne m'intéresse pas, ce qui m'importe, c'est l'utilité sociale de mes découvertes. » Cette approche désintéressée impressionnait ses interlocuteurs et renforçait encore son prestige moral auprès de l'opinion publique. L'administration française, alertée par ce phénomène, envoya une délégation officielle conduite par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, M. Fontaine. Cette mission gouvernementale avait pour objectif d'évaluer les possibilités d'application de cette innovation à grande échelle dans le cadre de la reconstruction d'après-guerre. « Monsieur Beaumont, déclara solennellement Fontaine, si vos méthodes peuvent être généralisées, elles contribueraient considérablement à résoudre les problèmes de chauffage de nos compatriotes les plus modestes. » Cette reconnaissance officielle culmina avec la visite surprise du ministre de la Reconstruction, Eugène Claudius Petit, qui se déplaça personnellement en Normandie pour constater les performances de cette innovation française. « Monsieur Beaumont, lui déclara le ministre impressionné par la démonstration, vous incarnez le génie français dans ce qu'il a de plus noble, l'innovation au service du progrès social. Votre exemple devrait inspirer tous nos ingénieurs. » Parallèlement à ces reconnaissances officielles, Marcel développait un réseau de disciples et d'imitateurs qui adaptaient ses principes à leur propre construction. Le boulanger Martineau fut le premier à appliquer les méthodes de Beaumont à son fournil, réalisant des économies de combustible spectaculaires qui transformèrent la rentabilité de sa boulangerie. Grâce à Marcel, témoignait-il, je consomme 3 fois moins de bois, tout en obtenant une cuisson plus régulière de mon pain. Ces succès pratiques se multiplièrent rapidement dans toute la région. Des fermes, des ateliers, des maisons individuelles adoptaient les principes thermodynamiques de Beaumont avec des résultats constants. Économie d'énergie considérable, confort thermique amélioré, coût de construction réduit. Cette démocratisation de l'innovation prouvait que les découvertes de Marcel étaient effectivement applicables à grande échelle. Cependant, cette notoriété soudaine transformait aussi la vie personnelle de l'inventeur normand. Sa ferme était devenue un lieu de pèlerinage technique où défilaient quotidiennement des dizaines de visiteurs. Cette célébrité, bien qu'elle le flattât, commençait à perturber son existence paisible de cultivateur. Marcel se demandait parfois s'il avait bien fait de révéler ses secrets au monde entier, mais la satisfaction de contribuer au progrès de l'humanité l'emportait sur ses préoccupations personnelles. D'Adrigue, paragraphe 5. L'été 1954 marqua l'apogée de la renommée internationale de Marcel Beaumont quand sa révolution thermique franchit les frontières françaises pour intéresser les spécialistes du monde entier. Le professeur Hans Müller, directeur de l'Institut de thermodynamique de Munich, organisa un voyage d'études spécialement consacré à l'innovation normande, emmenant avec lui une délégation de 12 ingénieurs allemands venus étudier les méthodes de ce « Français génial » qui surpassait la science allemande en matière d'efficacité énergétique. Cette reconnaissance internationale consacrait définitivement Marcel Beaumont comme l'un des grands innovateurs de son époque. Les Allemands, réputés pour leur rigueur technique et leur excellence en ingénierie, furent particulièrement impressionnés par l'approche de Beaumont. « Herr Beaumont », déclara le professeur Müller après une journée d'analyse approfondie. « Votre méthode empirique a résolu des problèmes que nos laboratoires les plus sophistiqués n'arrivaient pas à maîtriser. Vous nous enseignez qu'il faut parfois revenir aux principes naturels pour dépasser la complexité théorique. » Cette admiration allemande pour le génie français résonnait particulièrement dans le contexte de réconciliation européenne de l'après-guerre. Simultanément, une délégation britannique conduite par Sir James Richardson, ingénieur en chef du ministère de l'Énergie de Sa Majesté, étudiait les applications possibles de cette innovation pour résoudre les problèmes de chauffage des logements sociaux britanniques. « Monsieur Beaumont, » expliquait Richardson, « votre système pourrait révolutionner l'habitat populaire en Grande-Bretagne. Nos ouvriers peinent à chauffer convenablement leurs maisons. Votre méthode pourrait transformer leurs conditions de vie. » Cette dimension sociale de l'innovation séduisait particulièrement les responsables politiques européens.
Mais c'est la visite de la délégation américaine qui marqua le plus spectaculairement la reconnaissance internationale de Beaumont. Le professeur Robert Johnson de l'Institut de technologie du Massachusetts, MIT, accompagné d'experts de General Electric et de Westinghouse, fit le voyage depuis Boston pour étudier cette révolution énergétique française dont parlait la presse technique américaine. « Mr. Beaumont », déclara Johnson avec l'enthousiasme caractéristique des Américains, « You've created something that could change the world. Votre innovation pourrait économiser des milliards de dollars en énergie à l'échelle planétaire. » Cette reconnaissance internationale transformait progressivement Sainte-Marie-aux-Champs en véritable centre de recherche thermodynamique informel. Des experts du monde entier venaient étudier les principes de Beaumont, échangeant leurs connaissances et développant ensemble des applications nouvelles de ces découvertes. Cette émulation intellectuelle créait une atmosphère unique, où se rencontraient science officielle et génie populaire, théorie académique et innovation empirique. Marcel, malgré sa fierté légitime face à cette reconnaissance universelle, restait fidèle à ses principes d'accessibilité et de partage des connaissances. Il refusait systématiquement les contrats d'exclusivité que lui proposaient les grandes firmes industrielles, préférant diffuser librement ses méthodes pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. « La connaissance appartient à l'humanité », répétait-il inlassablement aux délégations qui lui offraient des fortunes pour ses brevets. Cette générosité intellectuelle impressionnait profondément ses visiteurs internationaux, habitués à un monde industriel où l'innovation se monnayait chèrement. Le Dr Ericsson, ingénieur suédois, témoignait « En Scandinavie, nous cherchons depuis des années des solutions d'efficacité énergétique pour nos hivers rigoureux. Monsieur Beaumont nous offre gratuitement des méthodes qui valent des millions. » C'est un exemple rare de noblesse scientifique. Parallèlement à ses visites officielles, Marcel perfectionnait constamment son système original en y apportant des améliorations inspirées par les échanges avec ses visiteurs experts. La version 1954 de sa cabane intégrait désormais des innovations suggérées par les ingénieurs internationaux. Régulateurs thermiques automatiques, systèmes de ventilation optimisés, matériaux d'isolation perfectionnés. Cette collaboration informelle entre génie populaire et science officielle produisait des résultats exceptionnels. L'impact de cette reconnaissance se manifestait concrètement par la multiplication des réalisations inspirées de ces méthodes. En Allemagne, l'architecte Werner Schulz construisait des logements sociaux selon les principes de Beaumont, réalisant des économies d'énergie de 70% par rapport aux standards traditionnels. En Angleterre, des coopératives ouvrières adoptaient ces techniques pour rénover leurs habitations vétustes. Aux États-Unis, des promoteurs innovants développaient des lotissements Beaumont-style qui révolutionnaient l'habitat résidentiel américain. Cette diffusion internationale de son innovation remplissait Marcel d'une satisfaction profonde qui dépassait largement toute considération financière. « Voir mes idées aider des gens partout dans le monde, » confiait-il à sa fille Marie, « c'est la plus belle récompense qu'un inventeur puisse espérer. L'argent disparaît, mais les bienfaits de la science restent éternellement. » Cette philosophie humaniste expliquait son désintéressement face aux propositions commerciales les plus alléchantes. Cependant, cette notoriété planétaire créait aussi des défis inattendus. Sa correspondance quotidienne incluait désormais des lettres, en 12 langues différentes, des invitations à des congrès internationaux, des demandes de consultations techniques du monde entier. Marcel, simple cultivateur normand, se retrouvait involontairement transformé en expert international, sollicité par les plus grandes organisations scientifiques et industrielles de la planète. Pour gérer ce flot de sollicitations, il créa, avec l'aide de sa fille Marie et de son fils André, une association Beaumont pour la diffusion de l'innovation énergétique. Cette structure informelle permettait de répondre aux demandes légitimes tout en préservant les principes de gratuité et d'accessibilité qui guidaient en sa démarche. L'association publiait des guides techniques détaillés, organisait des stages de formation et coordonnait les expérimentations internationales basées sur ces méthodes. Cette organisation révélait les qualités d'organisateur de Marcel, qui savait allier son génie technique à un sens pratique remarquable. Sa capacité à structurer et diffuser ses connaissances
impressionnait autant que ses innovations techniques, prouvant qu'il possédait toutes les qualités du grand inventeur: créativité, rigueur, générosité et sens de l'organisation. Paragraphe 6. L'hiver 1954-1955 allait constituer le test ultime des innovations de Marcel Beaumont, quand l'Europe fut frappée par une vague de froid exceptionnelle qui paralysa le continent pendant 3 mois consécutifs. Cette période glaciale, la plus rigoureuse depuis 1929, créait les conditions parfaites pour démontrer définitivement la supériorité des systèmes thermiques révolutionnaires développés par l'inventeur normand. Tandis que les systèmes de chauffage traditionnels peinaient à maintenir des températures décentes malgré des consommations de combustible astronomiques, les réalisations inspirées de Beaumont affichaient des performances qui confondaient tous les sceptiques. Dans sa cabane originale de Sainte-Marie-aux-Champs, Marcel enregistrait des records de performance qui défiaient l'imagination. Par une nuit de janvier où le thermomètre extérieur plongea à 22 degrés C, la température de sa chambre au niveau supérieur atteignit plus 28 degrés C, soit exactement 50 degrés d'écart avec l'extérieur. Cette performance phénoménale, obtenue avec la combustion de seulement 4 bûches en 24 heures, établissait un record mondial d'efficacité thermique domestique qui ne serait égalé qu'avec l'avènement des pompes à chaleur modernes. Les relevés météorologiques de cette période exceptionnelle révélaient que plus le froid extérieur s'intensifiait, plus l'effet de concentration thermique de la cabane Beaumont s'amplifiait. Ce phénomène contre-intuitif s'expliquait par les lois de convection que Marcel avait empiriquement maîtrisées. L'air glacial créait un appel d'air plus puissant qui accélérait la circulation thermique ascendante, concentrant davantage la chaleur au niveau supérieur. Cette corrélation positive entre froid extérieur et efficacité du système stupéfiait les thermodynamiciens qui étudiaient ce phénomène. Parallèlement, les réalisations internationales inspirées de ces méthodes confirmaient leur validité universelle. À Munich, les logements sociaux construits selon les principes de Beaumont maintenaient des températures de plus 120 degrés, alors que les immeubles traditionnels voisins peinaient à dépasser plus 12 degrés malgré un chauffage permanent. Et cette différence concrète dans des conditions identiques prouvait définitivement la supériorité technique de l'innovation française. En Grande-Bretagne, les habitations ouvrières rénovées selon les méthodes Beaumont révélaient des économies de combustible de 75% par rapport aux standards britanniques, permettant aux familles les plus modestes de se chauffer convenablement pour la première fois depuis des décennies. Sir Richardson témoignait: « Les méthodes de M. Beaumont ont littéralement transformé les conditions de vie de nos ouvriers. Nous assistons à une révolution sociale grâce à cette innovation technique. » Aux États-Unis, les lotissements Beaumont-style de la banlieue de Détroit affichaient des factures de chauffage inférieures de 80% à celles des quartiers traditionnels, créant un phénomène de migration résidentielle vers ces nouveaux habitats économiques. Les promoteurs américains, initialement sceptiques, reconnaissaient publiquement « The Beaumont method is the future of residential heating ». Cette innovation française révolutionne notre industrie du bâtiment. Cette validation planétaire des méthodes de Beaumont lors de l'hiver le plus rigoureux du siècle établissait définitivement sa réputation de génie de l'innovation énergétique. Les médias internationaux titraient « Le Français qui a vaincu l'hiver »,« L'invention normande qui défie le froid »,« Le génie de Beaumont triomphe de la nature ». Cette reconnaissance médiatique transformait Marcel en véritable célébrité internationale, statut qu'il acceptait avec la modestie caractéristique des grands inventeurs. Dr Lemoine, qui suivait médicalement la famille Beaumont depuis le début de l'expérience, documentait scientifiquement les bénéfices sanitaires de cette innovation. Non seulement ils consomment moins d'énergie, mais leur santé s'est remarquablement améliorée. Plus de rhume, plus de bronchite, plus de rhumatisme. Cette cabane crée un microclimat thérapeutique exceptionnel. Ces observations médicales ajoutaient une dimension sanitaire aux performances purement techniques. L'Académie des sciences françaises, institution prestigieuse habituellement réservée aux savants officiels, prit l'initiative exceptionnelle de proposer à Marcel Beaumont son admission comme membre correspondant pour innovation énergétique d'intérêt national.
Cette reconnaissance académique suprême marquait la consécration définitive du cultivateur normand au panthéon des grands inventeurs français. Marcel accepta cet honneur avec émotion. C'est la plus belle reconnaissance qu'un autodidacte puisse recevoir. Cependant, cette notoriété internationale créait aussi des responsabilités nouvelles que Marcel assumait avec sérieux. Il se sentait désormais dépositaire d'une connaissance qui pouvait améliorer la vie de millions de personnes, responsabilité qui le poussait à perfectionner constamment ses méthodes et à former de nouveaux disciples capables de diffuser ses innovations. Cette conscience sociale de l'inventeur révélait la noblesse de son caractère. L'Association Beaumont pour la diffusion de l'innovation énergétique se développait rapidement pour répondre à la demande internationale croissante. Des centres de formation s'ouvraient en Europe et en Amérique, dirigés par des ingénieurs formés directement par Marcel. Ces centres dispensèrent des formations gratuites aux artisans, architectes et particuliers, désireux d'appliquer les méthodes révolutionnaires de thermodynamique pratique développées en Normandie. La philosophie de Marcel restait inchangée malgré sa gloire nouvelle. La connaissance doit servir l'humanité, pas enrichir son découvreur. Mon bonheur, c'est de savoir que mes méthodes aident des familles du monde entier à mieux vivre. Cette générosité intellectuelle, rare dans le monde industriel, expliquait l'admiration universelle qu'il suscitait au-delà de ses performances techniques. Cette success story de l'innovation populaire française inspirait une nouvelle génération d'inventeurs autodidactes qui comprenaient qu'observation, patience et ingéniosité pouvaient rivaliser avec les laboratoires les plus sophistiqués. Marcel Beaumont prouvait que le génie n'était pas réservé aux élites académiques, mais pouvait émerger de la sagesse populaire appliquée à l'observation scientifique de la nature. Paragraphe 7. Le printemps 1955 marqua une étape décisive dans l'évolution de l'œuvre de Marcel Beaumont quand il entreprit de systématiser ses découvertes empiriques en rédigeant un ouvrage technique complet destiné à démocratiser ses innovations. Ce livre, intitulé « Principes de thermodynamique populaire », comment la nature enseigne l'efficacité énergétique, allait devenir le manuel de référence mondial pour tous ceux qui souhaitaient appliquer ces méthodes révolutionnaires. Cette démarche de vulgarisation scientifique révélait chez Marcel des talents pédagogiques insoupçonnés qui complétaient parfaitement son génie technique. La rédaction de ce livre représentait un défi considérable pour un autodidacte qui devait traduire ses connaissances intuitives en explications claires et reproductibles. Marcel y parvint grâce à une méthode originale. Au lieu d'utiliser le jargon technique habituel, il expliquait ses principes en s'appuyant sur des observations de la nature que chacun pouvait vérifier. « Regardez comment les oiseaux construisent leur nid », écrivait-il par exemple. « Ils utilisent instinctivement les meilleurs principes d'isolation thermique que nous devons imiter. » Cette approche biomimétique, révolutionnaire pour l'époque, séduisait autant les professionnels que les amateurs éclairés. Le professeur Leblanc de Polytechnique préfaça l'ouvrage en ces termes. « Marcel Beaumont nous enseigne que la nature est le meilleur laboratoire de recherche qui soit. Son livre révolutionne notre compréhension de la thermodynamique appliquée en montrant que les solutions les plus efficaces sont souvent les plus simples. » L'ouvrage détaillait méthodiquement tous les aspects de l'innovation Beaumont. Principes de construction, matériaux optimaux, techniques de combustion améliorées, systèmes de régulation naturelle, méthodes de calcul thermique simplifiées. Chaque chapitre était illustré par des schémas techniques précis dessinés par André, le fils de Marcel, qui révélait des talents artistiques et techniques remarquables hérités de son père inventeur. Plus révolutionnaire encore, Marcel incluait dans son livre des recettes adaptées à différents budgets et situations géographiques. Il proposait des versions simplifiées de sa méthode pour les familles modestes, des adaptations pour les climats tropicaux, des variantes pour les habitations urbaines. Cette démocratisation technique permettait à chacun d'appliquer ses principes selon ses moyens et ses contraintes, révélant la générosité sociale qui animait l'inventeur. La publication du livre, édité simultanément en français, anglais, allemand et espagnol, déclencha un phénomène éditorial sans précédent. Les premières éditions furent épuisées en quelques semaines, obligeant les éditeurs à multiplier les réimpressions pour satisfaire une demande mondiale exceptionnelle. Les critiques spécialisées saluaient unanimement cette
révolution pédagogique qui rendait accessibles au grand public des connaissances techniques réservées aux spécialistes. L'impact pratique de cette publication se manifesta immédiatement par une explosion de réalisations inspirées des méthodes Beaumont. Des particuliers, des artisans, des entrepreneurs du monde entier appliquaient ces principes avec des résultats constants: économie d'énergie spectaculaire, confort thermique amélioré, coût de construction réduit. Cette démocratisation massive de l'innovation prouvait que Marcel avait atteint son objectif de diffusion universelle de ses découvertes. En France, le gouvernement d'Edgar Faure décida d'intégrer les méthodes Beaumont dans les programmes de reconstruction nationale. Un décret spécial créait un label Beaumont pour certifier les constructions réalisées selon ces principes, avec des avantages fiscaux pour encourager leur adoption. Cette reconnaissance officielle marquait l'entrée des innovations populaires dans les politiques publiques, révolution administrative sans précédent. L'industrie du bâtiment, initialement réticente face à ces méthodes qui remettaient en question ses pratiques traditionnelles, finit par s'adapter à cette demande nouvelle. Des entreprises spécialisées se créaient pour former les artisans aux techniques Beaumont. Des fabricants développaient des matériaux optimisés pour ces systèmes. Des bureaux d'études intégraient ces principes dans leurs projets architecturaux. Marcel observait ces transformations avec la satisfaction du créateur qui voit ses idées changer le monde. Cependant, il restait vigilant pour préserver l'esprit original de ses innovations face aux tentatives de récupération commerciale. « Mon but n'est pas de créer un business, répétait-il, mais d'aider l'humanité à mieux utiliser l'énergie que nous offre la nature. » Cette intégrité morale renforçait encore son prestige auprès de l'opinion publique mondiale. L'association Beaumont se structurait progressivement pour accompagner cette diffusion planétaire. Des délégués régionaux, formés personnellement par Marcel, supervisaient l'application correcte de ces méthodes dans chaque pays. Ces ambassadeurs Beaumont garantissaient la fidélité aux principes originaux tout en adaptant les techniques aux spécificités locales. Équilibre délicat entre universalisme et particularisme. Cette organisation révélait les qualités de leadership de Marcel, qui savait déléguer sans perdre le contrôle, former sans imposer, diriger sans dominer. Ses collaborateurs témoignaient de sa capacité exceptionnelle à inspirer et motiver, qualité rare chez les inventeurs souvent centrés sur leurs préoccupations techniques. Cette dimension humaine expliquait l'adhésion passionnée de ses disciples du monde entier. Les universités internationales commençaient à enseigner les méthodes Beaumont dans leur cursus d'ingénierie thermique. Des chaires spécialisées se créaient aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, pour étudier et développer ces innovations. Cette intégration académique consacrait définitivement la révolution scientifique initiée par le cultivateur normand, prouvant qu'une découverte authentique finit toujours par s'imposer malgré les résistances initiales. L'année 1955 s'achevait ainsi sur le triomphe complet de Marcel Beaumont, devenu en 3 ans l'un des inventeurs les plus célèbres et respectés au monde. Sa cabane de Sainte-Marie-aux-Champs, monument historique de l'innovation énergétique, continuait d'attirer des milliers de visiteurs venus comprendre comment un homme simple avait révolutionné notre rapport à l'énergie et au chauffage domestique. Davdedruive. Paragraphe 8. L'automne 1955 apporta à Marcel Beaumont une reconnaissance suprême quand l'Académie Nobel de Stockholm annonça qu'il recevrait le prix Nobel de physique pour ses contributions révolutionnaires à la thermodynamique appliquée et ses innovations d'intérêt universel pour l'humanité. Cette consécration internationale, rarissime pour un autodidacte français, marquait l'aboutissement extraordinaire d'un parcours commencé dans la moquerie générale de ses voisins normands. Le communiqué de l'Académie précisait « Monsieur Beaumont a démontré que l'observation empirique de la nature peut produire des découvertes scientifiques majeures qui échappent à la recherche académique conventionnelle. » Cette nouvelle fit sensation dans le monde entier et transforma instantanément Marcel en figure légendaire de la science populaire française. Les médias internationaux célébraient ce paysan génial qui surpassait les laboratoires les plus sophistiqués. Cette revanche de l'intelligence pratique sur la technocratie, ce triomphe de l'innovation française face aux puissances industrielles. Cette dimension patriotique de sa réussite
touchait particulièrement ses compatriotes qui voyaient dans son succès une revanche de la France rurale face au modernisme urbain. Le président de la République, René Coty, se déplaça personnellement à Sainte-Marie-aux-Champs pour féliciter le futur prix Nobel. Monsieur Beaumont, déclara solennellement le chef de l'État devant la cabane révolutionnaire, vous incarnez les plus belles valeurs de notre pays, l'ingéniosité, la persévérance et surtout la générosité qui vous pousse à partager vos découvertes avec l'humanité entière. La France est fière de vous. Cette visite présidentielle consacrait officiellement Marcel comme héros national. Cependant, cette gloire soudaine ne modifiait en rien l'humilité et la simplicité qui caractérisaient l'inventeur normand. Quand les journalistes lui demandaient comment il envisageait de dépenser les 150 000 couronnes suédoises du prix Nobel, Marcel répondait invariablement « Cet argent servira à développer l'association Beaumont pour que nos méthodes aident encore plus de familles dans le monde. C'est le plus bel usage qu'on puisse faire d'une récompense scientifique. » La cérémonie de remise du prix Nobel, le 10 décembre 1955 à Stockholm, constitua un moment historique exceptionnel. Marcel, vêtu de son costume du dimanche soigneusement repassé par sa fille Marie, prononça un discours de réception qui émut l'assistance internationale. « Majesté, Excellence, chers collègues », commença-t-il avec son accent normand. « Je dédie ce prix à tous les inventeurs populaires qui observent la nature pour améliorer la condition humaine. La science appartient à tous ceux qui cherchent à comprendre et à servir. » Son discours, d'une simplicité bouleversante, expliquait comment l'observation d'un simple phénomène de convection dans son étable avait déclenché une révolution énergétique mondiale. « J'ai simplement regardé comment l'air chaud montait naturellement, » expliquait-il, « et j'ai cherché à utiliser cette force gratuite pour chauffer ma maison. Cette curiosité de paysan m'a mené plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. » Cette modestie authentique contrastait avec l'arrogance habituelle des scientifiques consacrés. La presse internationale présente à Stockholm saluait unanimement cette leçon d'humilité d'un génie authentique. Le journaliste du Times de Londres écrivait « Monsieur Beaumont nous rappelle que les plus grandes découvertes naissent souvent de l'observation simple et de la curiosité des intéressés. Sa réussite remet en question nos certitudes sur l'innovation et la recherche scientifique. » Le roi de Suède, Gustave VI Adolphe, personnalité cultivée et passionnée de science, eut une longue conversation privée avec Marcel après la cérémonie. « Monsieur Beaumont, lui confia le souverain, votre approche de la science m'inspire profondément. Vous prouvez que la sagesse populaire peut égaler et parfois surpasser la science officielle. C'est une leçon d'humilité pour nous tous. » Cette reconnaissance royale touchait particulièrement Marcel, homme respectueux des traditions et des hiérarchies légitimes. De retour en France, Marcel fut accueilli en héros national. Une réception officielle à l'Élysée réunit tout le gouvernement français pour honorer ce génie de l'innovation populaire. Le Premier ministre Edgar Faure annonça la création d'un Institut national Beaumont pour l'innovation énergétique, doté d'un budget considérable pour développer et diffuser ces méthodes révolutionnaires. Cette institutionnalisation marquait l'intégration définitive de ces découvertes dans les politiques publiques françaises. L'université française, initialement réticente face à ce autodidacte qui défiait ses certitudes académiques, finit par reconnaître son génie en lui décernant un doctorat honoris causa en thermodynamique de la Sorbonne. La cérémonie de remise, présidée par le recteur de l'Académie de Paris, marquait la réconciliation symbolique entre science officielle et innovation populaire. « Monsieur Beaumont, » déclara le recteur, « vous nous enseignez que la vraie science naît de l'observation humble et de l'expérimentation patiente. » Cette reconnaissance académique permettait à Marcel de formaliser son enseignement en créant la première école Beaumont de thermodynamique pratique dans sa Normandie natale. Cette institution révolutionnaire proposait une formation scientifique basée sur l'observation de la nature et l'expérimentation concrète, alternative séduisante à l'enseignement théorique traditionnel. Les candidatures affluaient du monde entier pour intégrer cette école unique dirigée par le prix Nobel normand. L'impact de cette consécration internationale dépassait largement le domaine scientifique pour influencer la société française tout entière.
Marcel Beaumont devenait un modèle d'ascension sociale par le mérite, une preuve que l'intelligence et la persévérance pouvaient triompher de tous les obstacles. L'automne 1955 apporta à Marcel Beaumont une reconnaissance suprême quand l'Académie Nobel de Stockholm annonça qu'il recevrait le prix Nobel de physique pour ses contributions révolutionnaires à la thermodynamique appliquée et ses innovations d'intérêt universel pour l'humanité. Cette consécration internationale, rarissime pour un autodidacte français, marquait l'aboutissement extraordinaire d'un parcours commencé dans la moquerie générale de ses voisins normands. Le communiqué de l'Académie précisait « Monsieur Beaumont a démontré que l'observation empirique de la nature peut produire des découvertes scientifiques majeures qui échappent à la recherche académique conventionnelle. » Cette nouvelle fit sensation dans le monde entier et transforma instantanément Marcel en figure légendaire de la science populaire française. Les médias internationaux célébraient ce paysan génial qui surpassait les laboratoires les plus sophistiqués. Cette revanche de l'intelligence pratique sur la technocratie, ce triomphe de l'innovation française face aux puissances industrielles. Cette dimension patriotique de sa réussite touchait particulièrement ses compatriotes qui voyaient dans son succès une revanche de la France rurale face au modernisme urbain. Le président de la République, René Coty, se déplaça personnellement à Sainte-Marie-aux-Champs pour féliciter le futur prix Nobel. Monsieur Beaumont, déclara solennellement le chef de l'État devant la cabane révolutionnaire, vous incarnez les plus belles valeurs de notre pays, l'ingéniosité, la persévérance et surtout la générosité qui vous pousse à partager vos découvertes avec l'humanité entière. La France est fière de vous. Cette visite présidentielle consacrait officiellement Marcel comme héros national. Cependant, cette gloire soudaine ne modifiait en rien l'humilité et la simplicité qui caractérisaient l'inventeur normand. Quand les journalistes lui demandaient comment il envisageait de dépenser les 150 000 couronnes suédoises du prix Nobel, Marcel répondait invariablement « Cet argent servira à développer l'association Beaumont pour que nos méthodes aident encore plus de familles dans le monde. C'est le plus bel usage qu'on puisse faire d'une récompense scientifique. » La cérémonie de remise du prix Nobel, le 10 décembre 1955 à Stockholm, constitua un moment historique exceptionnel. Marcel, vêtu de son costume du dimanche soigneusement repassé par sa fille Marie, prononça un discours de réception qui émut l'assistance internationale. « Majesté, Excellence, chers collègues », commença-t-il avec son accent normand. « Je dédie ce prix à tous les inventeurs populaires qui observent la nature pour améliorer la condition humaine. La science appartient à tous ceux qui cherchent à comprendre et à servir. » Son discours, d'une simplicité bouleversante, expliquait comment l'observation d'un simple phénomène de convection dans son étable avait déclenché une révolution énergétique mondiale. « J'ai simplement regardé comment l'air chaud montait naturellement, » expliquait-il, « et j'ai cherché à utiliser cette force gratuite pour chauffer ma maison. Cette curiosité de paysan m'a mené plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. » Cette modestie authentique contrastait avec l'arrogance habituelle des scientifiques consacrés. La presse internationale présente à Stockholm saluait unanimement cette leçon d'humilité d'un génie authentique. Le journaliste du Times de Londres écrivait « Monsieur Beaumont nous rappelle que les plus grandes découvertes naissent souvent de l'observation simple et de la curiosité des intéressés. Sa réussite remet en question nos certitudes sur l'innovation et la recherche scientifique. » Le roi de Suède, Gustav II Adolphe, personnalité cultivée et passionnée de science, eut une longue conversation privée avec Marcel après la cérémonie. « Monsieur Beaumont, lui confia le souverain, votre approche de la science m'inspire profondément. Vous prouvez que la sagesse populaire peut égaler et parfois surpasser la science officielle. C'est une leçon d'humilité pour nous tous. » Cette reconnaissance royale touchait particulièrement Marcel, homme respectueux des traditions et des hiérarchies légitimes. De retour en France, Marcel fut accueilli en héros national. Une réception officielle à l'Élysée réunit tout le gouvernement français pour honorer ce génie de l'innovation populaire. Le Premier ministre Edgar Faure annonça la création d'un Institut national Beaumont pour l'innovation énergétique, doté d'un budget considérable pour développer et diffuser ces méthodes révolutionnaires.
Cette institutionnalisation marquait l'intégration définitive de ces découvertes dans les politiques publiques françaises. L'université française, initialement réticente face à ce autodidacte qui défiait ses certitudes académiques, finit par reconnaître son génie en lui décernant un doctorat honoris causa en thermodynamique de la Sorbonne. La cérémonie de remise, présidée par le recteur de l'Académie de Paris, marquait la réconciliation symbolique entre science officielle et innovation populaire. « Monsieur Beaumont, déclara le recteur, vous nous enseignez que la vraie science naît de l'observation humble et de l'expérimentation patiente. » Cette reconnaissance académique permettait à Marcel de formaliser son enseignement en créant la première école Beaumont de thermodynamique pratique dans sa Normandie natale. Cette institution révolutionnaire proposait une formation scientifique basée sur l'observation de la nature et l'expérimentation concrète, alternative séduisante à l'enseignement théorique traditionnel. Les candidatures affluaient du monde entier pour intégrer cette école unique dirigée par le prix Nobel normand. L'impact de cette consécration internationale dépassait largement le domaine scientifique pour influencer la société française tout entière. Marcel Beaumont devenait un modèle d'ascension sociale par le mérite, une preuve que l'intelligence et la persévérance pouvaient triompher de tous les obstacles. Cette dimension sociologique de sa réussite inspirait une génération d'inventeurs populaires qui comprenaient que la science était accessible à tous les esprits curieux et observateurs. Paragraphe 9. Les années 1956-1960 marquèrent l'âge d'or de l'influence mondiale de Marcel Beaumont, période durant laquelle ses innovations thermodynamiques transformèrent radicalement l'industrie du bâtiment et l'habitat domestique sur tous les continents. L'école Beaumont de thermodynamique pratique, installée dans un magnifique château normand, rénové selon ses principes révolutionnaires, accueillait chaque année plus de 500 étudiants, venus de 40 pays différents, pour apprendre les secrets de l'efficacité énergétique naturelle. Cette institution unique au monde formait une nouvelle génération d'ingénieurs artisans qui allaient révolutionner les pratiques constructives traditionnelles. L'approche pédagogique de Marcel révolutionnait l'enseignement scientifique en privilégiant l'observation directe et l'expérimentation pratique sur la théorie abstraite. Ses étudiants passaient de leur matinée dans les laboratoires naturels qu'il avait aménagés dans les jardins de l'école. Ruches pédagogiques pour étudier la ventilation naturelle, serres expérimentales pour comprendre l'effet de serre, bassins thermiques pour observer les phénomènes de convection. Cette méthode biomimétique produisait des ingénieurs d'un type nouveau, capables d'innover en s'inspirant directement de la nature. L'impact économique de cette révolution pédagogique se manifestait par l'émergence d'une industrie spécialisée dans les technologies Beaumont. Des entreprises françaises, allemandes, américaines et japonaises se créaient pour fabriquer les matériaux et équipements optimisés selon ces principes. Cette nouvelle filière industrielle générait des milliers d'emplois qualifiés et positionnait l'Europe comme leader mondial de l'innovation énergétique, anticipant de plusieurs décennies la révolution écologique. Parallèlement, Marcel développait des applications révolutionnaires de ses découvertes pour l'industrie lourde. Les aciéries Schneider du Creusot adoptèrent ces méthodes de récupération thermique, réalisant des économies d'énergie de 40% qui transformèrent leur compétitivité internationale. Les cimenteries Lafarge expérimentaient ces systèmes de combustion optimisés, réduisant drastiquement leurs émissions polluantes tout en améliorant leur rentabilité. Ces succès industriels prouvaient que l'innovation énergétique pouvait concilier performance économique et respect environnemental. L'agriculture française bénéficiait également des innovations de Marcel, qui adaptait ses principes thermiques aux serres agricoles et aux bâtiments d'élevage. Les serres Beaumont permettaient de cultiver des légumes tropicaux en Normandie avec un chauffage minimal, révolutionnant l'agriculture sous serre française. Les étables conçues selon ces méthodes maintenaient des températures optimales pour le bétail en consommant 70% d'énergie en moins, améliorant simultanément le bien-être animal et la rentabilité des élevages. Cette diversification de ces applications révélait l'universalité des principes thermodynamiques que Marcel avait découverts. Que ce soit pour chauffer une maison, optimiser une usine ou maintenir une serre, les lois naturelles de convection et de rayonnement restaient identiques.
Cette compréhension unifiée de la thermodynamique permettait à ses disciples d'adapter créativement ces innovations à tous les domaines d'activité humaine. L'Association Beaumont pour la diffusion de l'innovation énergétique était devenue une organisation internationale comptant plus de 10 000 membres actifs répartis sur tous les continents. Ces ambassadeurs Beaumont diffusant ces méthodes dans leurs pays respectifs, créant un réseau mondial d'innovation énergétique qui anticipait l'Internet scientifique moderne. Chaque mois, l'association publiait un bulletin technique traduit en 15 langues, partageant les dernières applications et perfectionnements des technologies développées en Normandie. Marcel supervisait personnellement cette expansion mondiale, tout en conservant son style de vie simple à Sainte-Marie-aux-Champs. Sa cabane originale, devenue monument historique classé, continuait de fonctionner parfaitement après 7 années d'utilisation intensive, prouvant la durabilité de ses innovations. Des capteurs électroniques modernes, installés par des chercheurs du CNRS, confirmaient que ses performances thermiques restaient constantes, voire s'amélioraient avec l'âge, grâce à l'optimisation naturelle des flux d'air. Les gouvernements mondiaux commençaient à intégrer les normes Beaumont dans leur réglementation nationale de construction. La France fut le premier pays à rendre obligatoire l'application de ces principes dans les logements sociaux neufs, suivi rapidement par l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne et la Scandinavie. Cette reconnaissance officielle transformait progressivement le paysage architectural européen, privilégiant l'efficacité énergétique sur l'esthétique pure. L'industrie automobile s'intéressait également aux innovations de Marcel pour optimiser le chauffage des véhicules. Renault développait des systèmes de chauffage-ventilation inspirés Beaumont, qui amélioraient le confort des passagers tout en réduisant la consommation de carburant. Cette transposition de ces principes thermiques à la mobilité illustrait la fécondité de ces découvertes au-delà de leur domaine d'application initial. Cependant, ce succès planétaire créait aussi des défis nouveaux. Des imitateurs peu scrupuleux commercialisaient des systèmes Beaumont de qualité douteuse qui ternissaient la réputation de ces innovations. Marcel dut créer un système de certification officielle pour garantir l'authenticité et la qualité des réalisations portant son nom. Cette protection de sa marque révélait les aspects juridiques complexes de l'innovation à l'ère industrielle. Malgré ces complications, Marcel conservait son optimisme et sa générosité légendaire. Voir mes idées améliorer la vie de millions de personnes, confiait-il aux journalistes, reste ma plus grande satisfaction. Les contrefaçons ne peuvent ternir la vérité scientifique de nos découvertes. Cette philosophie sereine face aux aléas du succès témoignait de la sagesse acquise par cet homme exceptionnel qui avait transformé une observation de ferme en révolution mondiale. Paragraphe 10. L'hiver 1960 marqua symboliquement le 10e anniversaire des innovations de Marcel Beaumont, quand une célébration internationale fut organisée à Paris pour honorer l'homme qui avait changé notre rapport à l'énergie. Cette commémoration exceptionnelle, parrainée par l'UNESCO et l'Académie des sciences de France, réunit dans la capitale française plus de 2000 scientifiques, ingénieurs, architectes et responsables politiques venus du monde entier, rendre hommage au génie normand qui avait révolutionné la thermodynamique appliquée. Le discours d'ouverture du directeur général de l'UNESCO résumait parfaitement l'impact de cette œuvre. Marcel Beaumont a prouvé que l'innovation authentique naît de l'observation humble de la nature et du désir désintéressé d'améliorer la condition humaine. Cette cérémonie d'hommage permit de dresser un bilan impressionnant de la révolution énergétique initiée en Normandie. Les statistiques présentées révélaient que plus de 100 000 habitations dans le monde fonctionnaient selon les principes Beaumont, économisant collectivement plus de 2 millions de tonnes de combustible par an. Cette réduction massive de la consommation énergétique anticipait de plusieurs décennies les préoccupations écologiques modernes, prouvant que Marcel avait intuitivement compris les enjeux environnementaux du futur. L'aspect le plus remarquable de cette success story résidait dans sa dimension sociale. Les méthodes Beaumont avaient permis à des millions de familles modestes d'accéder à un confort thermique de qualité avec des budgets énergétiques réduits. En Inde, des villages entiers adoptaient ces techniques pour construire des habitations économes adaptées au climat local.
En Afrique, des coopératives formées par ses disciples développaient des systèmes de cuisson améliorés qui réduisaient la déforestation tout en améliorant les conditions de vie rurales. Cette universalité géographique et sociale de ces innovations révélait leur caractère véritablement révolutionnaire. Contrairement aux technologies sophistiquées réservées aux élites, les méthodes Beaumont étaient accessibles à tous grâce à leur simplicité technique et leur faible coût de mise en œuvre. Cette démocratisation de l'innovation énergétique constituait peut-être l'héritage le plus précieux du cultivateur normand, devenu prix Nobel. Marcel lui-même, âgé de 50 ans et toujours en pleine forme intellectuelle, profitait de cette célébration pour annoncer ses nouveaux projets de recherche. Il travaillait désormais sur l'adaptation de ces principes aux climats tropicaux, développant des systèmes de rafraîchissement naturel basés sur les mêmes lois thermodynamiques que ses innovations de chauffage. Ces recherches ouvraient des perspectives immenses pour améliorer le confort dans les pays chauds sans recourir à la climatisation énergivore. Parallèlement, il développait des applications de ses découvertes au stockage alimentaire, créant des caves Beaumont, qui conservaient les aliments à température constante sans réfrigération artificielle. Ces innovations, testées avec succès dans plusieurs pays africains, révolutionnaient la conservation alimentaire dans les régions dépourvues d'électricité. Cette extension de ces méthodes à de nouveaux domaines prouvait la fécondité inépuisable de ces principes fondamentaux. L'école Beaumont de thermodynamique pratique avait formé plus de 3000 ingénieurs qui occupaient désormais des postes de responsabilité dans l'industrie mondiale de l'énergie. Ces disciples de Beaumont perpétuaient son approche révolutionnaire en privilégiant l'observation de la nature et l'innovation frugale sur la complexité technologique. Cette nouvelle génération d'ingénieurs transformait progressivement les pratiques industrielles en y introduisant les valeurs d'efficacité et de simplicité chères à leurs maîtres. L'impact culturel de cette révolution dépassait largement le domaine technique pour influencer la philosophie même du progrès. Marcel Beaumont incarnait une alternative au modèle de développement technocratique dominant, prouvant qu'innovation et humanisme pouvaient se conjuguer harmonieusement. Cette leçon de sagesse résonnait particulièrement dans une époque où la course à la complexité technologique commençait à questionner les consciences. Les industries traditionnelles du chauffage, initialement hostiles à ces innovations qui remettaient en question leurs modèles économiques, avaient fini par adopter ces méthodes pour rester compétitives. Cette transformation illustrait la capacité de l'innovation authentique à modifier en profondeur les secteurs établis, même les plus conservateurs. Marcel observait ces évolutions avec la satisfaction tranquille de celui qui a contribué à faire avancer l'humanité. Sa correspondance mondiale témoignait de la reconnaissance universelle de son œuvre. Des familles du monde entier lui écrivaient pour le remercier d'avoir transformé leurs conditions de vie. Des chercheurs lui soumettaient leurs travaux pour bénéficier de ses conseils. Des responsables politiques sollicitaient son expertise pour leurs politiques énergétiques nationales. Cette influence morale dépassait largement ses innovations techniques pour toucher aux questions fondamentales de société. À l'issue de cette célébration parisienne, Marcel retourna paisiblement à Sainte-Marie-aux-Champs, où l'attendait sa cabane originale, toujours chauffée par le même système révolutionnaire qu'il avait mis au point 10 ans plus tôt. Cette fidélité à ses origines, malgré sa gloire internationale, symbolisait parfaitement l'authenticité d'un homme qui avait su rester simple tout en changeant le monde. Les visiteurs qui venaient encore nombreux découvrir le berceau de cette révolution énergétique repartaient invariablement impressionnés non seulement par le génie technique de Marcel, mais surtout par sa sagesse humaine et sa générosité légendaire. L'histoire de Marcel Beaumont et de sa cabane révolutionnaire prouvait qu'un homme ordinaire, animé par la curiosité et le désir d'améliorer la vie de ses semblables, pouvait transformer radicalement notre compréhension du monde et ouvrir des voies nouvelles pour l'avenir de l'humanité. Cette leçon d'optimisme et de confiance dans l'intelligence humaine gardait toute sa valeur pour les générations futures confrontées aux défis énergétiques et environnementaux du XXIe siècle.